خلال السنة نواجه عدد كبير من المرضى يعانون من هذا الشيء وهو سوء التغذية، كما أيضا أمراض أخرى معدية نتيجة النزوح والأمراض التي تأتي من المدارس. كان وزن الطفل قبل الحرب 12 كيلو، خلال شهرين بالحرب هذول صار وزنه 6 كيلو، ويوم عن يوم تزداد حالته سوء، ويعني الله يستر من الجاي. Children starting to die from starvation. If not now, when is the time to pull the stops, break the glass, flood Gaza with the aid that it needs? Ce sont des images extrêmement difficiles à regarder, mais elles sont peut-être nécessaires à regarder parce qu'il faut peut-être prendre la mesure du drame qui se joue en ce moment à Gaza. Les enfants commencent à mourir de faim, nous confirme l'Organisation mondiale de la santé. Alors, pourquoi Israël demeure inflexible devant toute cette souffrance, bloque l'aide humanitaire? Est-ce que l'espoir d'une trêve avant le Ramadan, au cours des jours prochains, existe encore? J'ai joint tout à l'heure la vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient, Agnès Levallois. Madame Levallois, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. On commence par cette crise humanitaire annoncée. Les images sont absolument insoutenables. Comment expliquer qu'on ait pu tolérer qu'une telle situation se produise, même si on largue des aliments maintenant si tardivement? On sait très bien qu'en plus, le largage est largement insuffisant puisque de larguer de la nourriture en nombre est bien inférieur aux camions qui peuvent rentrer dans la bande de Gaza. Donc, ce qui est effectivement épouvantable, c'est que finalement, on s'est habitué depuis quelques semaines maintenant à cet état de fait où les camions ne peuvent pas rentrer dans la bande de Gaza, qu'ils rentrent au compte-gouttes, quelques dizaines simplement, alors qu'il faudrait au minimum entre 500 et 800 camions par jour. Et donc, on arrive effectivement à une situation catastrophique où une grande partie de la population n'a plus de quoi se nourrir. Et on sait maintenant que des enfants commencent à mourir de faim puisqu'il n'y a pas assez d'aide humanitaire qui rentre dans la bande de Gaza, qui est, je le rappelle, sous contrôle absolu de l'armée israélienne et en partie aussi de l'Égypte, puisque tous les convois doivent passer par le poste frontière de Rafah, et donc contrôlés par l'Égypte et dans un deuxième temps par Israël. Et que les contrôles imposés par Israël des camions retardent d'autant la rentrée de ces camions. Et comme personne n'arrive à exercer de pression suffisante sur Israël, eh bien la décision a été prise de larguer de la nourriture par avion. Et ce qui pose un vrai problème, parce que quand on voit ces hordes de Palestiniens qui se ruent vers ces cartons, il y a un côté aussi de manque, on impose une espèce de manque de dignité à cette population qui est à bout de souffle. Et donc ces images sont aussi, de ce point de vue-là, je trouve absolument terrifiantes, car on enlève le peu d'humanité qui reste. Comment expliquer qu'on ne puisse pas infléchir Israël sur cette dimension-là du conflit? Comment Israël peut accepter de voir mourir des enfants, mourir de faim, alors qu'il y a des centaines et des centaines de camions tout près là, à la frontière? Parce que vous savez, il y a une chose qu'on sous-estime, c'est le fait que très peu d'images de ce qui se passe à Gaza arrivent en Israël. Les télévisions israéliennes ne diffusent pas les images de ce qui se passe à Gaza. Et donc, il n'y a aucune pression de la société israélienne sur ce qui se passe à Gaza. Et le traumatisme, en fait, en Israël est encore tel après les massacres du 7 octobre qu'il y a le sentiment d'une perte d'humanité aujourd'hui dans ce conflit et d'un non-respect absolu des règles humanitaires, du droit humanitaire qui doit s'appliquer normalement dans ces conditions, avec un Premier ministre israélien qui joue son va-tout et qui estime finalement que la population palestinienne de Gaza est responsable de la présence du Hamas et qu'à partir de là, il se doit d'aller jusqu'au bout. Là, je parle évidemment, selon le point de vue israélien, d'aller jusqu'au bout. Et donc, peu importe les dégâts
considérés comme collatéraux, et en particulier donc de ces enfants qui n'ont plus de quoi se nourrir aujourd'hui, et avec des États-Unis qui, même s'ils exercent des pressions sur Israël, n'exercent pas la pression jusqu'au bout. La seule pression aujourd'hui qu'Israël peut exercer, c'est d'arrêter de livrer des munitions à l'armée israélienne, et Biden n'est pas encore décidé à aller jusque-là. Donc pour contourner cet obstacle, on se donne bonne conscience, si je puis dire, en larguant des repas sur la bande de Gaza, mais qui représentent 38 000, 40 000 repas, quand on sait qu'il y a plus de 2 millions d'habitants qui n'ont plus de quoi se nourrir correctement. Kamala Harris aux États-Unis a commencé à parler d'un cessez-le-feu. Blinken également aujourd'hui avec le représentant du Qatar. En même temps, on est à la veille du Ramadan. Là. Alors, comment entrevoyez-vous l'issue de ces négociations qui n'ont jamais réussi jusqu'à maintenant, ou à peu près pas, justement à la veille du Ramadan? Je pense que peut-être la seule possibilité qu'Israël finisse par accepter cette trêve et que le Hamas aussi accepte cette trêve, puisque tous les deux, finalement, mettent de telles conditions que cette trêve n'arrive pas à aboutir. Mais peut-être que, en tous les cas, côté israélien, ce qui pourrait décider Israël à accepter cette trêve, c'est que la situation, justement, en raison du Ramadan, risque d'être encore plus catastrophique en Cisjordanie, avec la question de Jérusalem, de l'accès au lieu saint de Jérusalem, avec des colons qui sont très remontés contre la possibilité pour les Palestiniens d'aller prier sur les lieux saints de l'esplanade des mosquées. Et donc, peut-être qu'Israël peut être tenté d'accepter cette trêve pour réunir ses forces militaires en Cisjordanie, où là, la tension risque, qui est déjà très forte. Hein, vous le savez, il y a déjà beaucoup de heurts, de morts aussi côté palestinien en Cisjordanie, mais prennent encore plus d'ampleur en raison du Ramadan et de ce mois saint et de cette valeur pour les musulmans de pouvoir aller ou non prier sur l'esplanade des mosquées. Et côté du Hamas, il y a aussi une responsabilité, si je puis dire, de sa part, pour permettre un répit et que la population de Gaza et Palestine de façon générale puisse vivre ce mois de Ramadan qui est un mois extrêmement important. Et pourtant, le président Biden vient de déclarer aussi que la balle est dans le camp du Hamas, le Hamas à qui on demande notamment de dresser la liste des otages vivants. Alors on sait bien que la grande difficulté aussi pour le Hamas, et ce n'est pas du tout pour exonérer ce que fait le Hamas bien évidemment, mais n'a pas le contrôle sur l'ensemble des otages. On sait qu'il y a un certain nombre d'otages qui sont entre les mains de groupes plus radicaux que le Hamas et donc qui doivent sûrement compliquer la tâche du Hamas qui est engagé dans une négociation, mais il doit aussi composer avec des branches plus extrêmes dont certaines d'entre elles retiennent apparemment, parce qu'évidemment je parle au conditionnel tant il est difficile d'avoir des informations sûres, mais cette probabilité semble en tous les cas tout à fait possible. Je vais citer le journaliste américain Fareed Zakaria qui signe dans le Washington Post une colonne et qui aussi anime à CNN une émission spécialisée sur les affaires internationales. Il disait que Biden n'a qu'une seule chose à faire, c'est de partir en Israël et de parler à Netanyahou parce qu'il faut que Netanyahou change sa politique. Est-ce irréaliste? Bien sûr que ça serait la seule chose à faire, mais avec à la clé un vrai moyen de pression et qui est l'arrêt de livraison des munitions. Je crois qu'un seul déplacement de Biden pour aller rencontrer Netanyahou ne suffira pas. Il s'est déjà rendu en Israël. Son secrétaire d'État y est allé à plusieurs reprises et on voit bien que tant qu'il n'y aura pas la seule pression qui peut être efficace sur Netanyahou, si cette seule pression n'est pas utilisée, tout le reste ce sont des propos. Et on voit bien dans la déclaration de Kamala Harris à demander un cessez-le-feu, c'est très bien qu'elle le fasse, mais on sent aussi très bien qu'elle le fait là pour des raisons de politique intérieure, puisqu'une partie des démocrates, des jeunes démocrates, se détournent de Biden à cause de ce soutien inconditionnel en Israël. Donc très bien qu'elle le fasse, mais il faut aller maintenant au-delà des mots lorsqu'on en voit l'ampleur de la situation sur le terrain. Il y a même des groupes d'avocats, de juristes maintenant qui poursuivent notamment le Canada pour cesser la livraison d'armes. Autre sujet délicat, Mme
Mme Levallois, c'est ce rapport de l'ONU, de la représentante aux violences sexuelles, qui déclare que des agressions sexuelles, des viols ont eu lieu le 7 octobre. Selon de bonnes sources, il n'y a pas eu de témoignage direct, mais l'impact de ce rapport maintenant sur le conflit. Eh bien, ce rapport, il est très important. Je pense qu'on en parle depuis maintenant des semaines et des semaines. Et donc, le fait que le rapport soit sorti, je crois, est une très bonne chose parce que ça permet bien, de mettre sur la table et de dénoncer ces exactions qui sont absolument terribles, qui ont lieu dans tous les conflits. Et donc, malheureusement, je ne suis pas étonnée et je trouve que c'est très bien que ce rapport soit sorti. Maintenant, il faut qu'Israël accepte aussi que des enquêteurs puissent continuer à travailler pour continuer justement à avoir des témoignages, puisque là, il n'y a pas eu de témoignage direct. Et donc, je pense qu'il est indispensable pour Israël et pour la communauté internationale que ce travail soit fait, mais il faut aussi qu'Israël accepte véritablement de laisser l'accès à ces enquêteurs, puisque pour l'instant tout ça se fait de façon très encadrée et ça se fait au détriment de la vérité, cette vérité dont on a tellement besoin. Tout le monde a besoin de cette vérité. Les Israéliens, bien sûr, en premier lieu, mais tout le monde en a besoin. On ne peut pas rester simplement sur des propos rapportés. Il faut aller jusqu'au bout, aussi dure soit-elle cette vérité, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est un premier pas indispensable. Agnès Levallois, c'est toujours absolument éclairant de vous parler. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.